Donc aujourd'hui, on va parler, donc comme on l'a dit dans Chuck aujourd'hui, on va parler de la formule de l'air et de l'identité de l'air. Donc, en fait, je disais qu'on allait parler d'histoire, mais on va pas parler d'histoire parce que je la connais pas, j'ai pas eu le temps de la regarder. Mais on va parler de tout le reste, on va comprendre la formule, on va se donner de l'intuition, puis on va faire des gros trucs, des grosses affaires. Là. Et donc tout d'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'est la formule de l'air? Donc, la formule de l'air, si on veut, dans sa, entre guillemets, généralité, dit que si θ appartient à R, donc si on a un nombre réel, θ, alors E à la Iθ est égal à cosinus de θ plus I fois sinus de θ. Bien sûr, ici, I est la racine de moins 1, comme vous avez tout, donc si on le met au carré, ça donne moins 1. Vous allez voir tantôt, je donne un petit avant-goût de ce qui va se passer. Tantôt, on va comprendre des affaires, on va étudier ce I-là, genre on va comprendre en fait, qu'est-ce qui fait vraiment I? Donc, c'est aussi un talk pour comprendre les nombres complexes en général. Et donc, ça, c'est la formule de l'air. Donc, E à la Iθ est égal à cos θ plus sin θ. Ensuite, en particulier, donc, l'identité de l'air, la fameuse identité de l'air, si c'est vrai pour tout θ dans R, alors en particulier, c'est vrai pour pi, right? Et donc, ça implique que E à la Ip égale à moins 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'identité de l'air. En fait, souvent, les gens en mathématiques aiment souvent l'écrire sous la forme E à la Ip plus 1 égale 0. Et donc, pourquoi on parle de ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pourquoi tout le monde, puis c'est la raison pourquoi tout le monde capote sur cette identité-là. Puis, dans le fond, comment je dirais ça, je pense que c'est c'est comme l'exemple, c'est presque l'exemple parfait, de qu'est-ce que la beauté mathématique. Pourquoi? Parce que, en fait, ça n'a pas d'allure. Entre autres, ça n'a pas d'allure. Tu regardes ça, tu dis, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Puis, dans le fond, les mathématiciens aiment dire, ben là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a toutes les constantes, on a les constantes de B des domaines, right? On a comme l'identité d'addition ici, l'identité de multiplication là, puis les autres constantes ici, ça lie. On regarde. C'est quoi E? E, c'est comme une constante analytique, right? C'est défini comme étant une limite, la limite de 1 plus 1 sur n à n, right? Donc ça, c'est une constante analytique. Yes, fait qu'on a de l'analyse. Ensuite, pi. C'est quoi pi? Pi, c'est le rapport entre le diamètre de cercle et sa circonférence. Donc, c'est géométrique, right? C'est géométrique comme constante. Fait qu'on a de l'analyse, on a la géométrie. C'est quoi I? I, dans le fond, c'est le truc qui résout x carré plus 1, right? C'est le truc qui résout le polynôme x carré plus 1. X carré plus 1, c'est un polynôme qui dit polynôme dit algèbre, donc c'est une constante algébrique. Et donc, on a une constante analytique, une constante algébrique, puis une constante géométrique qui lie tout ça. C'est pour ça que tout le monde capote. Je suis allé regarder des affaires. Il y en a qui ont vu ça, puis qui sont commencés à même se questionner sur l'existence de Dieu. Je niaise même pas. Même honnêtement, moi y compris. C'est comme tu regardes ça, puis comme, qu'est-ce qui se passe ici? Ça se peut, mais ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Fait quoi? Ça donne comme vous voyez, ça donne des émotions à certaines personnes. Vu que ça donne. Donc, justement, selon moi, quelque chose qui est beau, en particulier, c'est quelque chose qui donne certaines émotions, qui rend les gens émus. Puis ça rend les gens émus. Donc, non, c'est chill. Et donc, c'est une raison pourquoi c'est beau. Une autre raison, c'est dans les applications. Cette formule-là est super importante. Et super importante, pourquoi? Parce que ça nous permet... En fait, je dirais que comme un des corollaires importants, c'est que ça nous permet de comprendre la multiplication dans les complexes. C'est quoi la multiplication dans les complexes? Ça nous dit... Ça, dans le fond, vous êtes d'accord avec moi que si on voit les complexes dans un plan, donc ça, on l'avait vu... Ça, mettons, on va avoir la grandeur R ici. On peut l'exprimer comme R fois cos θ plus I sin θ, right? Si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le plan complexe, on peut voir chaque point comme sa grandeur fois un certain cosinus d'un certain angle plus I sin d'un certain autre angle, right? Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est égal à R, E à la Iθ, right?
par la formule de l'air. Et donc, si on multiplie deux nombres complexes, si on prend par exemple R1 e à la I θ1 fois R2 e à la I θ2, bien ça va nous donner R1 fois R2 fois e à la I θ1 plus θ2, right? J'ai juste utilisé J'ai juste utilisé en fait la loi des exponentielles pour avoir ça. Et ça nous dit que pour multiplier deux nombres complexes, dans le fond, pour additionner deux nombres complexes, qu'est-ce qu'on fait? Pour additionner deux nombres complexes, on additionne les parties réelles, on additionne les parties imaginaires, right? Pour multiplier deux nombres complexes, on fait un truc avec la distributivité, mais c'est cool. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça nous dit que pour multiplier deux nombres complexes, ben, on multiplie leurs modules, leur norme, puis on additionne, donc la norme du produit, c'est le produit des nombres, et l'angle du produit, c'est la somme des angles. C'est la somme des angles ici, c'est ça qu'on obtient. Et donc ça, juste ce fait-là, juste ce fait qu'on est capable de voir on est capable de voir le produit facilement en termes de grandeur et d'angle, ben, mettons, par exemple, je sais pas moi, si vous faites des circuits, ils vont utiliser les nombres complexes vraiment beaucoup. Ils vont utiliser les nombres complexes, pourquoi? Mettons, vous regardez, c'est quoi la tension en un point, right? La tension en un point, des fois, ça peut faire un cosinus ou un sinus, right? Ça peut faire dans le courant alternatif, ça peut faire un sinusoïde, right? Fait que si on a un point, fait que mettons, on a un circuit. Je ne vais pas dessiner du circuit parce que je suis pas là pour parler de circuit, même si c'est intéressant. Je veux juste dire que on peut voir le système, donc des fois on va avoir des condensateurs, des fois on va avoir des c'est quoi les bobines là, en tout cas des affaires là. Puis on va être capable de voir le système à l'aide de phases puis d'amplitude. Puis quand on regarde le système, à chaque point on a une phase, on a une amplitude, mais on peut représenter ça par un nombre complexe. Puis là ça devient super facile de dealer avec le reste du circuit parce que toutes nos composantes passives, les condensateurs, deviennent seulement des résistances complexes, grâce à ce truc-là ici. Et donc, là, je voulais parler, puis il y a d'autres applications à bien des endroits, juste le fait d'avoir un angle et un module, puis que ça se prête aussi bien à l'addition et la multiplication, ça va faire en sorte que ça apparaît à plein d'endroits. Et donc, ça, c'était la partie application de la chose. Donc, c'est important, c'est beau, et il est quelle heure? Vous savez combien de temps qu'on a commencé? 10 minutes? OK, d'accord, OK. Ça veut dire que on a 50 minutes pour faire le reste. Let's go. On a tout notre temps. Et donc, qu'est-ce qu'on va trouver beau aussi? Donc là, ici, on a parlé de la beauté du résultat. Ici, on a parlé de la beauté en application. Ou même que ce soit en application, ça va apparaître même en mathématiques pures si vous faites de l'analyse complexe. Ça va paramétriser un cercle, c'est vraiment cool. Mais là, on va parler de la preuve ici. Donc, pourquoi c'est vrai? Donc, pourquoi? Je vous dis ça comme ça, mais comme... Qu'est-ce qui fait que ça, c'est vrai? Puis souvent, les gens le voient, donc ça se peut, certains d'entre vous l'auront vu, certains d'entre vous peut-être pas. Mais la preuve de ça, dans le fond, la preuve classique qu'on apprend, mettons, au cégep ou dans un cours d'université, c'est avec les séries de Taylor. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir... dans le fond, on sait qu'on va avoir E à la Z, ça va être égal à sa série Taylor, qui est la somme de n allant de 0 à l'infini de z à n sur n factoriel. Et donc, on fait juste remplacer z par i θ dans notre formule. Ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des sommes paires puis des sommes impaires. On va être capable de séparer la somme en deux. Puis, chacune des parties va représenter exactement les séries de Taylor de cosinus θ et sinus θ. Ça va pour que tout le monde me suive un petit peu. Au moins être sûr, sinon faites-le comme chez vous, à tête reposée. Ça va marcher. Donc, faites juste séparer les séries de Taylor et ça va donner celle que vous voulez. Et donc, l'affaire avec celle-là, puis c'est comme ça aussi que moi j'avais vu, c'est que ça apparaît comme magique. Ça apparaît oh wow, ça fait juste popper, ça fait juste apparaître. Pourquoi c'est vrai? Mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est pas de la magie. C'est pas de la magie, c'est du... J'allais dire real, mais comme dans le contexte, c'est c'est intuitif. Ouais, ça c'est bon, ça. C'est intuitif, c'est clair. Bref, en tout cas, je me rappelais d'une vidéo que j'ai regardée sur YouTube. OK. Donc, comment on va prouver ça? Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'en fait,
comment on va prouver ça? La technique de preuve, c'est que je ne veux même pas parler de cosinus et sinus. Genre. Pourquoi, dans le fond, pourquoi j'ai utilisé ce sujet-là aujourd'hui? C'est pour présenter, entre autres, cette preuve-là. Je vais tout effacer ce qu'on a vu, tout ce qu'on a ici, qu'on va refaire, puis qui ne va pas utiliser les fonctions trigonométriques dans la preuve. Ce que je trouve quand même assez lit. Et donc, voici la fonction qu'on va regarder. Donc, on va étudier la fonction E à la Z. Donc, tout d'abord, pour savoir c'est quoi l'identité, il faut comprendre c'est quoi ça. Mais même si on sait c'est quoi pour les réels, même si on sait c'est quoi E à la Z, E à la X pour les réels, E à la IX, c'est quoi l'exponentielle d'une imaginaire? Genre, tu sais, dans les réels, ça ressemblait, c'est comme si on faisait genre E à la... C'est comme si on faisait genre E à la quelque chose. Par exemple, E à la N, c'est juste... On prend E, on le multiplie N fois. Mais ici, pour un nombre complexe, c'est quoi E à la Z ici? Mais dans le fond, voici... Genre, il y a plusieurs façons de le définir. En fait, la façon classique, c'est la limite quand N tend vers l'infini. C'est la classique. 1 plus Z sur N à la N. Encore faut-il montrer que cette limite est bien définie, mais ça se montre quand même assez bien. Et donc, on peut définir E à la Z de cette façon-là, right? Une autre façon de le définir qui est aussi satisfaisante, c'est de le définir par sa série de Taylor. Donc Z à la N sur N factoriel. Ça aussi, on peut le définir comme ça, il n'y a pas de problème. Puis c'est assez direct de montrer que les deux sont égales. La dernière façon, genre la façon comme, je dirais plus fonctionnelle, c'est de le définir comme la fonction telle que dE à la Z. Donc si on dérive E à la Z par rapport à Z, ça donne E à la Z et E à la 0 égale 1. Dans le sens où, ici, ça c'est plus peut-être la façon équation différentielle. Je vois François qui me range la tête. Donc, c'est la façon équation différentielle de définir l'exponentielle. Ça aussi, en fait, on peut montrer que c'est une définition qui est parfaitement legit. Puis en fait, qu'est-ce qu'on a? C'est que si on définit comme ça, on peut directement montrer ça. Puis de celle-là, on peut directement montrer ça. Intuitivement, juste regardez qu'est-ce qui arrive si vous dérivez composante par composante. Ça va donner la même chose qu'avant, right? Intuitivement au moins. Après, là, il faut faire un petit peu plus de rigueur, mais ça va bien, ça va bien. Et donc, en fait, ce que je vais faire, je vais considérer cette propriété-là. Donc, peu importe la définition que vous avez ici, en fait, peu importe la définition que vous avez, genre ça, vous devez l'avoir. Puis en fait, c'est exactement ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin, c'est de ces propriétés-là pour faire la preuve. Juste ça, là, juste, regardez ça, là. C'est super simple. That's it. C'est ça qui est vraiment beau avec celle-là. Ouais. Alright. Et donc, OK. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est pas E à la Z, right? C'est E à la IZ, ou en fait E à la IT pour T réel, right? Fait qu'est-ce qui arrive si je dérive par rapport à Z, E à la IZ? By the way, ici, quand je dis je dérive par rapport à Z, je considère qu'on a une variable complexe, right? Ça veut dire que notre fonction nous prend un complexe puis nous donne un complexe. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait le cours de variable complexe, c'est vraiment pas grave. Dites-vous que c'est juste la même définition qu'habituelle. Donc, c'est la limite quand H tend vers 0 de E à la Z plus H moins E à la Z sur H, puis ça marche ici. Donc, tout va bien, il y a pas de problème. Je fais un petit peu de hand waving, mais pas trop. Genre, c'est juste que ça sert à rien de le prouver maintenant. Ça va pour tout le monde? Et donc, qu'est-ce qui arrive si je dérive cette fonction-là à la place? Là, je peux faire la dérivée en chaîne, right? I, E à la I, Z. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, en fait, ici, j'ai pris une variable complexe, mais je pourrais juste prendre une variable réelle, right? Je vais juste me restreindre, je vais juste faire une restriction. Donc, si je prends T qui va vers E à la IT, donc si on prend cette fonction-là, donc on va avoir que D sur dt de E à la IT, c'est juste une restriction. Je fais juste me restreindre. Si ça marche pour tous les Z, en particulier, ça marche quand je suis sur la droite réelle, right? Si cette dérivée-là est vraie partout, en particulier, cette dérivée est vraie pour Z étant un nombre réel, right? Puis quand je prends la dérivée par rapport à Z, c'est genre, imaginez que dans le fond, je suis capable de dériver partout. Puis en fait, la dérivée, c'est juste que je prends genre une limite sur tous les chemins qui tendent vers lui, right? Quelque chose comme ça. Là, si je prends un T réel puis que je regarde cette affaire-là, c'est comme si je faisais juste dériver selon ces chemins-là. C'est comme un peu ce que vous avez fait en calcul 1. Je regarde Alexis avec un hochement. Est-ce que c'est lui votre TP? Et donc, qu'est-ce qu'on a? Ça va juste être I fois E à la IT. Vous êtes d'accord avec moi? Mais en fait, c'est quoi ça?
Ça, c'est quoi? C'est quoi la fonction qui prend t, qui est une variable totalement réelle, puis qui l'envoie vers e à la it? Ben, c'est une courbe. C'est une courbe, right? C'est quoi une courbe? C'est une fonction, c'est une courbe, c'est juste comme une fonction qui prend le temps, si on veut, puis qui l'envoie dans un certain parcours, dans R2 en général ou dans Rn. Ici, on est dans C. Et là, c'est le temps, Ceci est le temps de cette conférence. Où est-ce qu'on va se dire les vraies affaires? Où est-ce qu'on va arrêter? On va arrêter de niaiser, là. C'est quoi? Ben, en fait, non, on va pas arrêter de niaiser parce que niaiser, c'est cool. Mais c'est quoi C? C'est quoi les nombres complexes? On peut le voir ici. Dans tous les dessins, j'ai dessiné comme un plan, right? J'ai dessiné les nombres complexes dans un plan. En fait, c'est juste R2 muni d'une multiplication. C, en fait, c'est juste égal à R2, qui est juste un espace vectoriel, qui est l'espace que vous connaissez sur R, qui est l'espace usuel, sur lequel vous ajoutez une certaine multiplication. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, en fait, une courbe dans C, c'est une courbe dans R2. Une courbe dans C, c'est juste une courbe dans R2. Et donc, je sais que, ici, mon E à la IT, c'est juste qu'il va prendre un temps puis qu'il va me donner une certaine courbe dans R. Idéalement, je voudrais montrer que c'est un cercle parce que c'est ça que la formule va dire. Mais on sait que c'est une courbe ici. Et donc, je peux utiliser tout ce que je sais sur R2, sur toutes les courbes dans R2. Et donc là, en fait, c'est quoi? Ici, quand on dit qu'on dérive cette affaire-là, ça nous donne I fois E à la IT. C'est quoi I fois E à la IT? Donc, en fait, une fois qu'on a ça, OK? Imaginez, je vous donne... my bee. Fait qu'imaginez qu'on prend un nombre complexe ici. Dans le fond, c'est quoi que I va faire? I, dans le fond, encore une fois, on va se dire les vraies affaires. Si on est dans R2, là, si on se considère dans R2, I, c'est juste tourner à gauche. Donc, en fait, pour ceux qui disent que la racine de moins 1, c'est pas legit, là, c'est parfaitement legit. Parce que quand on multiplie par I, en fait, c'est vraiment juste, imaginez-vous ça, OK? Imaginez, tournez-vous à gauche, puis tournez-vous à gauche une deuxième fois. Vous êtes d'accord que vous regardez en arrière, right? Vous regardez en arrière de vous. Donc, si on dit que I, c'est tourné à gauche, alors I fois I, ça nous donne exactement moins 1. C'est pas plus compliqué que ça. Puis c'est ça qu'on voit ici. I, dans le fond, si on applique I à un certain vecteur, ça va juste tourner le vecteur à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, quand je dis ici on applique I, c'est ici on voit I comme un opérateur. On voit I comme un opérateur sur R2 en fait. Fait qu'imaginez que on prend ce vecteur-là, on l'envoie à I fois ce vecteur-là, ben ça devrait le tourner à gauche. Et donc ça va l'envoyer là. C'est quoi cet angle-là? C'est un angle droit. C'est un angle de 90 degrés. Et donc, on voit que I, dans le fond, comment j'aime l'appeler affectueusement, pour moi, I, c'est un orthogonateur. Genre, il va prendre un vecteur il va l'envoyer à un vecteur orthogonal qui est genre le même module. C'est comme il va le tourner à gauche, right? Puis comme, en fait, c'est... Désolé, ton micro. Mettez ton micro. Non, il est pas pété. OK. J'espère qu'il est pas pété. Alright. Et donc, en fait, comment on peut voir ça clairement? Ben, si vous regardez IZ, OK? C'est quoi IZ? Fait que si Z, c'est égal à X plus Y, ça fait I fois X plus Y, qui donne quoi? Qui va juste nous donner moins Y plus IX, right? Ben là, si vous faites le produit scalaire, donc ici, faites le produit scalaire, puis là, ici, je mets un gros fois pour dire que c'est pas la multiplication, mais c'est un produit scalaire, entre Z et IZ. Ici, c'est le produit scalaire dans R2, là, parce que n'oublie pas, on est dans R2, donc on peut faire le produit scalaire usuel. Et donc ça va nous donner, fait que là, ça va nous donner X plus, en fait, juste pour comme mettre l'emphase sur le fait qu'on est dans R2, je vais écrire comme un couple ici. X plus Y, je vais écrire comme XY. Produit scalaire avec, fait que là, on va avoir moins Y. X, ça nous donne quoi? Ben, ça nous donne 0. Vous êtes d'accord avec moi? C'est aussi simple que ça. Donc, Z est toujours orthogonal à IZ. On l'a directement ici. Le produit scalaire entre les deux vecteurs est 0. Et donc, si on dérive E à la IT, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient IE à la IT, right? Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que la dérivée de ma courbe est toujours orthogonale à ma courbe. Yes! Comme là, ça c'est malade, OK? Donc imaginez qu'on a une courbe, OK? On parcourt une courbe. Fait qu'imaginez qu'à un moment donné, on est là. Vous êtes d'accord avec moi?
On sait que la dérivée ici, ça représente la vitesse. Vous êtes d'accord avec moi? La dérivée de la courbe, ça représente la vitesse de la courbe dans le plan. Donc, imaginez que, at some point, ma vitesse est orthogonale. Mon vecteur vitesse, ça veut dire là où je m'en vais. Genre. Donc, dans quelle direction je m'en vais si je suis orthogonal à lui? Bien, forcément, il faut que j'aille dans cette direction-là, right? Je peux pas aller dans cette direction-là. Je peux pas aller dans cette direction-là parce que ma vitesse doit être orthogonale à mon vecteur. Et donc, il faut que je m'en aille dans la direction de mon vecteur vitesse. Et donc, ça veut dire que je dois avoir un angle droit ici. Vous êtes d'accord? Est-ce que ma norme est en train de changer? Non. Parce que, si vous regardez, ma vitesse, là où est-ce qu'elle s'en va, OK? Genre, je sais que, mettons ma norme, c'est ça ici. Pour diminuer ma norme, il faudrait que j'aille plus vers là. Il faudrait que je m'en aille plus vers l'intérieur. Ça se fait pas parce que je m'en vais à un angle droit. Même chose pour aller vers l'extérieur. Et donc, forcément. Et donc, intuitivement, ce qui va arriver, c'est que ma vitesse va toujours me faire aller sur un cercle. Je vais être obligé de rester sur un cercle. Je ne peux pas dévier d'un cercle parce que ma norme ne pourra pas changer. Donc, forcément, on est sur un cercle. Et ça, en fait, je vais le prouver. Et donc, ça, c'est un spoiler warning. Ça, en fait, ce que je viens d'énoncer, c'est comme... Je dirais pas le théorème fondamental parce que c'est pas le théorème fondamental. Fait que je vais l'appeler la proposition fondamentale. On va l'appeler la proposition fondamentale des courbes. La proposition fondamentale des courbes. Parce que je dis que c'est fondamental parce qu'on l'utilise. Genre, vous allez voir en calcul 2, pour ceux qui vont faire géométrie différentielle, vous allez le voir aussi. On l'utilise partout. Je vous niaise même pas. Genre, s'il y a un truc que vous devez retenir de la théorie des courbes, c'est ça. Et donc ça nous dit que... Donc ça nous dit que E à la IT, donc soit si f de t est une courbe dans Rn, alors f de t est une courbe, mettons, différenciable. Mettons, juste pour être sûr, on va dire C1, juste pour... Mais je pense que juste différentiable, c'est suffisant, là. Mais comme, ici, on a pas de problème. Donc, f de t est... Est-ce que vous voyez tout le monde? Vous me dites quand ça commence à devenir chaud, vous me le dites, là. En passant, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ici, on est léger et décontracté, là, comme... Et sur un cercle... Si et seulement si f de t est orthogonal à f' de t. Et donc, la preuve de cette affaire-là, c'est juste... OK, là, ça commence à devenir chaud, hein? OK, d'accord. Et donc, là, en fait, la preuve, c'est juste que si on considère... Donc, si on considère norme de f de t au carré, right? Donc, dans le fond, f de t sur un cercle, si et seulement si cette affaire-là est constante, right? Et donc, si on considère norme de f de t au carré, c'est égal à, je vais l'écrire comme ça, f de t produit scalaire avec f de t, right? Et donc, si on fait norme de f de t au carré, si on dérive cette affaire-là, c'est égal à f de t produit scalaire avec f de t prime. Et donc, f de t produit scalaire avec f de t prime, c'est quoi? En fait, ici... On dit produit scalaire, mais ça ressemble vraiment à un produit. Ça a les mêmes propriétés, ça a beaucoup de propriétés en commun que le produit usuel de fonctions dans R. En fait, ça ressemble tellement que je peux utiliser la même propriété. Quand vous devez faire la dérivée d'un produit, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la dérivée de l'un fois l'autre, plus la dérivée de l'autre fois l'un, right? Ici, je vais faire Ici, en fait, ça va être exactement la même chose. Ça ressemble tellement qu'on peut prouver la même preuve. C'est genre, on fait juste quasiment remplacer un produit par un produit scalaire essentiellement. C'est comme vraiment la même preuve. Ça va juste nous donner exactement f de t fois f' de t. Puis là, en fait, ça va être plus f' de t fois f de t. Donc, je vais avoir un 2 ici. Right? Et donc, dans le fond, f de t est sur un cercle. Si et seulement si cette affaire-là est égale à 0. Right? Et ça arrive si et seulement si cette dérivée, le produit scalaire, ici est égal à 0. Et donc, ça arrive si et seulement si f de t est orthogonal à f' de t. Donc, c'est vraiment juste ça la preuve. Et ton n est plus grand que 2, ça dit juste que tu es sur une sphère. Ouais, sur une sphère, merci. Parce que sinon, c'est vrai que sinon on peut...
C'est vrai. Sur RN, c'est sur une sphère. Je me suis trouvé désolé pour mon mot. Là. Parce que sinon, dites-vous que genre dans RN, genre mettons dans R3, il n'y a rien qui vous empêcherait de faire genre des affaires bizarres ici. Genre. Puis comme pas être sur un cercle en particulier, du moment que vous êtes dans la sphère. Mais bon, ouais, petite parenthèse. Merci. Alright. Fait que là, qu'est-ce qu'on a? Fait que là, on vient d'établir que... Et donc là, avec ça, on vient d'établir, et donc ça implique que E à la IT est... Donc E à la IT est perpendiculaire à E à la IT prime, ce qui implique que E à la IT est sur un cercle, right? Là, ici, on est dans R2, on est dans le plan, donc c'est juste un cercle. Et donc, on sait qu'on est sur un cercle. Et vraiment, pour de... OK, j'allais dire Loki. Pour de vrai, comme c'est vraiment ça, comme c'est ça l'idée de la preuve. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que cette affaire-là ici. Et donc, en fait, on est sur un cercle. On pourrait se demander c'est quoi le rayon? C'est quoi le rayon de ce cercle-là? Ben, en fait, on veut que ça soit 1. Mais comment on ferait pour montrer que c'est 1? Ben, on connaît une valeur ici, right? Si on remplace t par 0, on remarque que c'est 1 et donc le cercle est de rayon 1. Et donc, de rayon 1 quart E à la 0 égale 1. Ça va pour tout le monde? Et donc, une fois qu'on a ça, donc on sait qu'on parcourt le cercle, on ne sait pas comment on le parcourt. Et là, je vous ai dit ici, on ne va même pas parler des fonctions trigonométriques, on n'est même pas là-dedans. Genre. En fait, comment je vais formuler comment on va formuler l'histoire? Il est quelle heure en passant? Pendant que j'efface le truc. Pardon? Il reste une demi-heure. Let's go. OK. En fait, soit L de T, donc je vais dire, pour regarder comment ma courbe fait. Comme pour regarder qu'est-ce que ma courbe fait sur le cercle. Tu sais, je m'attendrais à ce qu'elle fasse, genre vu que je m'attends à ce que la formule de l'air soit vraie, je m'attendrais à ce que slowly elle fasse ça, right? C'est ça que je m'attendrais, genre, que la courbe fasse steadily, genre, des tours de cercle, genre, sans augmenter la vitesse, sans descendre la vitesse. Et donc, en fait, ça veut dire, puis en fait, je m'attends à ce que ce soit bon. Intuitivement, je m'attends à ce que ce soit cos de t plus 6 t. Et donc, cos de t plus 6 t, c'est quoi? C'est que si je prends un élément de longueur t ici, donc si je parcours le cercle, puis que je regarde lorsque la longueur est t, donc quand je suis à t radian, ben cos de t, c'est comme la partie réelle, puis sin de t, c'est la partie imaginaire, right? Et donc, je m'attends en fait à ce que ce point-là soit E à la IT. C'est ça que je vais faire ici. C'est vraiment aussi simple que ça. Donc, on va définir L de T. Donc, L de T, je vais le définir comme la longueur. Donc, on va définir comme la longueur parcourue. En fait, je vais écrire la longueur ici orientée parce que si je m'en vais dans l'autre sens, je m'attends à ce que ce soit négatif. Genre dans le sens que je me dis que je m'en vais vers ce vecteur-là initialement, right? Si je m'en vais dans l'autre sens, je m'attends à ce que ce soit négatif. Et donc, c'est pour ça que j'appelle la longueur orientée ici. Orientée. Parcourue par E à la IT à partir de 0, du point à partir de 1, genre, donc à partir d'en fait de E à la 0. La longueur parcourue par E à la IT jusqu'à, ben, en fait, là, à partir de 0 dans la direction I. Parce que si on remarque, quand on dérive E à la IT, ça nous donne E à la IT. I E à la IT, right? On sait que la dérivée de E à la IT, c'est I E à la IT. Donc, si on regarde la direction initiale, c'est-à-dire qu'on l'évalue en 0, ben, ça nous donne I. Donc, ça nous dit que la direction initiale, c'est I. On part de ce point-là. Donc, de E à la 0. Donc, de 1 est égal à E à la 0 dans la direction I ici. Et donc, en fait, c'est quoi la longueur? En fait, dans la longueur d'une courbe, genre, donc là, ici, je vais pop un peu d'intuition physique. On va pop l'intuition physique sans être trop rigoureux là-dessus. Imaginez que vous avez une courbe, right? Ben, dans le fond, la longueur, comme intuitivement, puis ça reste vraiment intuitivement, c'est comme si on prenait plein de petits éléments de longueur, right? De tout petits, on va assumer qu'ils sont super petits, blablabla, éléments de longueur, puis on les additionne, right? C'est comme si on additionnait cette longueur-là, puis cette longueur-là, puis cette longueur-là, right? Et donc, ça ressemble à une somme de
plein de petits éléments de longueur à mesure que je parcours la courbe par t. Et donc, en fait, quand je prends des petits et de plus en plus, qui dit somme de trucs de plus en plus petits dit intégrale, intuitivement moins. En fait, ça nous dit que L de t, je vais le mettre ici entre guillemets, égale à l'intégrale, dans le fond, sur la courbe. Fait que si ici on a une courbe C, l'intégrale sur C de, l'intégrale sur C de comme dz, qui est égal, genre, donc ça nous dit ici, c'est comme un peu une somme lorsque je prends des éléments de plus en plus petits. En fait, qui va être égal ici à l'intégrale de, mettons ici que je suis en T0, puis ici je suis en TF, T0 à TF de, fait que là, dz, c'est comme, en fait, c'est des valeurs absolues ici. Tu sais, dz, c'est comme dz sur dt fois dt, mettons un peu 2 secondes. Donc, dz sur dt fois, et donc, en fait, ça va nous donner module de z', en fait, norme en général. Module, mais si on est dans les complexes, fait norme et module, c'est la même chose. Donc, module de z' de t fois dt. En fait, là, ici, j'ai donné une action pour dire, mais souvent, pas toujours, souvent, on la définit comme ça. Des fois, on peut y aller un peu plus rigoureusement, on va donner une définition de ce que c'est vraiment la longueur en prenant le sub d'affaires, puis on va montrer que c'est égal à ça. Mais, ici, croyez-moi sur parole, la longueur, c'est ça, dès que notre courbe Z est genre C1, genre. Si notre courbe Z est C1, genre, c'est chill, ça va être exactement ça la longueur. Ici, notre courbe est bien C1, même c'est infini. Ça va pour tout le monde? Et donc, en fait, c'est quoi L de t? Et donc ça implique, fait que là, ici, c'est comme un encadré ici. Donc, on a que L de t, ça va être égal à l'intégrale. Ici, je pars de 0, donc, en fait, je vais juste écrire L ici, là, c'est pas le L de t. Donc ici, on va juste partir de 0, donc de 0 à t. Ça va me donner exactement, donc ici, je pars de 0, puis mettons que mon t est là. C'est que je pars de l'intégrale de 0 jusqu'à t, fait que là, on va avoir module de i fois e à la it dt. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est quoi? Yeah, je vois Alexis me pointer un qui veut pas trop parler parce qu'il est à côté de la caméra. Good stuff, Alexis. Et donc, ce module-là, ça nous donne exactement 1. Pourquoi? Parce que, oubliez pas, I, c'est juste l'orthogonateur. Ça change pas le module. Ça fait juste tourner le vecteur à gauche, right? Donc, I va pas changer le module. Puis, on sait que E à la IT est sur un cercle de rayon 1. Donc ça veut dire que module de E à la IT, c'est 1. Et donc ça nous dit que cette longueur-là, c'est égal à l'intégrale de 0 à t de 1 dt. C'est quoi l'intégrale de 0 à t de 1 dt? T, ok, d'accord, bon, ok. Vous me suivez quand même un petit peu. Good, ok. Et donc, qu'est-ce qu'on a? C'est que L de t est égal à t. Ça veut dire quoi que L de t est égal à t? Ça veut dire que si on regarde le point E à la IT, pour n'importe quel t, si on regarde le point E à la IT, donc si on regarde le point E à la IT, ben la longueur entre ce point-là et le point, donc ça veut dire que, en fait, ça veut dire que si on regarde ce point-là, ok, pour n'importe quel t, si on sait que E à la IT est là, supposons que E à la IT est là, ben ça nous dit que cette longueur-là, ça va forcément être t. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ça nous dit que, ok, on arrive à une longueur t, on sait que la longueur entre ce point-là et le point 1, 0 était ici. Et donc, c'est quoi automatiquement sa partie réelle? C'est cos de t. Par définition, là, j'ai même pas pop, j'ai rien dit, là. J'ai rien dit encore. La partie réelle, c'est cos de t. La partie imaginaire, c'est sin de t par définition de secondaire 5. Là, j'ai pop du secondaire 5. Je veux dire, on n'a même pas rien, là. Pas de cos carré plus sin carré, pas d'affaire comme ça. Non, là, c'est direct. Sans rien utiliser. Ça, oh my god, en tout cas, je trouve ça vraiment nice. Et en fait, qu'est-ce qui arrive si on évalue en pi? Si on regarde E à la pi, ok? Ben, si on regarde E à la pi, ça veut dire qu'on va arriver à un point. On va arriver à un point tel que la longueur entre ce point-là et le point 1, 0, c'est pi. Si la longueur entre ce point-là et le point 1, 0, c'est pi, ça veut dire quoi, pi? Pi, c'est la longueur du demi-cercle, vous êtes d'accord avec moi? Pi, c'est même presque défini comme étant la longueur de ce demi-cercle-là. Et donc, puis peu importe le côté, ça va être toujours la longueur de demi-cercle, ça va être pi ici. Et donc, si on sait qu'on a parcouru une longueur de pi, alors forcément, on arrive à l'autre côté. C'est quoi l'autre côté de 1? C'est moins 1. Et donc, automatiquement, E à la pi
est égal à moins 1. Puis, tantôt, tu sais, je vous parlais de E à la pi plus 1. Moi, je trouve, moi personnellement, je préfère l'écrire comme ça. Genre. C'est comme, je trouve que E à la pi plus 1 égale 0. Je trouve que c'est du maquillage. Je trouve que comme on maquille ce que la formule représente. Genre. Juste pour dire, on a l'identité d'addition puis l'identité de multiplication. Non. Moi, je suis plus down pour dire, genre, pour être concret. C'est quoi que ça veut dire? La formule écrite de sa façon la plus simple, c'est exactement ça. Et ça nous dit tout simplement, tout ce que ça veut dire, dans l'éclairage, la lumière de ce que je viens de dire, que si on parcourt une longueur pi, donc si on prend le point 1, 0, on parcourt une longueur pi, alors on arrive à moins 1. C'est trivial. C'est par définition. Donc... C'est vrai. Et donc on a fini. Et donc, that's it. Ben, c'est pas that's it pour la conférence. Il me reste combien de temps? 20 minutes. Oh, oui. Yes. OK. Et donc, est-ce que tout le monde comprend ce que j'ai fait ici, genre? Alright. Et donc ça nous dit quoi? Encore une fois, ici, j'ai juste parlé de cosinus, puis j'ai même pas encore écrit. J'ai juste parlé de cosinus et sinus à la seule fin du truc, right? Puis là, en fait, ça m'amène à la question. Comment on définit le cosinus et le sinus? Comment on définit de façon satisfaisante le cosinus et le sinus? De façon, 1, qui est intuitive, 2, qui est mathématiquement rigoureuse. Honnêtement, je sais pas pour vous, mais avant, j'avais jamais réussi à joindre les deux bouts de cette question-là. J'ai toujours une insatisfaction. C'est comme comment on apprend en géométrie en secondaire 5. En fait, non, je vais dire ça à la fin. Comment on apprend, souvent, comment je vois les choses se faire, c'est d'y aller par la série de Taylor. C'est de définir, donc c'est définir cosinus de t comme étant de point égal à. Fait que là, ici, on va avoir la somme de n égale 0 jusqu'à l'infini. C'est quoi? C'est... C'est... Ouais, moins 1 à la 2n. OK, mais ici, j'ai pas pris les paires ici, j'ai juste pris les... Quoi? Moins 1 à la 2n, t'es pas obligé de l'écrire. C'est moins 1 à la n? Oh! Non, OK, d'accord, OK. Non, c'est parce que ici, on va avoir un x à la n, non? 2 x à la 2n, fait que moins 1 à la n. Oh oui! Oui, thanks! Fait que là, c'est quoi? C'est 2n factoriel? 2n factoriel. Merci parce que je m'en rappelais tellement pas, là. Visiblement. Fait que là, on va prendre le sin de t comme étant, c'est quoi, là? Ça va être la somme de n allant de 0 à l'infini. Là, ici, on va avoir la même chose, sauf que ça va être un 2n plus 1, c'est ça? 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Genre? Est-ce que quand vous regardez ça fait « Wow! OK, j'ai tout de suite compris c'est exactement quoi le cosinus. » Genre. Comme, si vous regardez ça, vous vous dites « Ah, yo, c'est clair que c'est ça. » Genre. C'est clair. Non! Regardez ça. OK. Mais l'affaire, c'est que cette définition-là nous permet de travailler. C'est facile de montrer que la dérivée... C'est facile de regarder les dérivés parce qu'on peut montrer qu'on a juste à le faire terme à terme. Donc, c'est facile de montrer que la dérivée de ça, c'est moins ça, puis la dérivée de ça, c'est ça. Puis avec ces propriétés-là, puis c'est facile aussi de montrer que sin de t sur t quand t est envers 0, ça donne comme limite genre 1, right? Parce qu'on a juste à regarder qu'est-ce qui se passe ici, puis ça nous donne les vraies affaires. Les identités trigonométriques, je pense qu'on peut les prouver juste en utilisant le calcul et tout. Genre, ça devrait... Je m'attends pas à ce que ce soit particulièrement difficile. Mais ça manque d'intuition. Je trouve que c'est pas satisfaisant. C'est comme ça on cheatait, genre. Parce que pourquoi on s'attend à ce que ce soit vrai, genre? D'où ça sort? Contrairement à l'exponentielle, on peut, genre, sa série de Taylor, on peut le montrer directement, sans passer par les dérivés. On peut juste travailler avec ça, pop un peu d'analyse, puis dire que c'est ça. Genre, pop un peu d'analyse de base. Genre, juste analyse de base. On peut arriver directement à ça ici. Lui, pour le faire, à moins qu'il y ait quelque chose que je sais pas, là. Peut-être quelque chose que je sais pas. Mais, puis c'est important de savoir ce qu'on sait pas, là. Pour arriver à montrer que ça serait égal à ça, devrait être égal à ça, ben là, il faut utiliser les dérivés, right? Normalement, le trick, c'est de pop les dérivés, c'est de regarder les dérivés, de regarder en zéro, puis d'arriver à la série de Taylor, genre. Mais là, comment on prouve les dérivés? Comment on prouve que les dérivés marchent bien? Genre, ça nous prendrait une autre définition, genre. Fait que sur ça, je suis pas tant fan de celle-là. Genre. Puis c'est quoi l'autre définition? C'est la définition qu'on a vue en secondaire 5. Vous êtes d'accord? Est-ce que, ouais, ça, je peux effacer ça, là. Et donc, c'est la définition qu'on a vue en secondaire... en tout cas, pour moi, c'est secondaire 5, là. Est-ce que c'est secondaire 5 pour tout le monde? OK, good. Secondaire 4 que vous avez vu le cercle?
Ah, pas le cercle, mais avec les... Ah, SOHCAHTOA, là? Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est vrai. SOHCAHTOA, j'ai vu en 4, c'est vrai, mais la définition comme géométrique, c'est en 5. Genre. C'est quoi la définition géométrique? Donc, on a celle-là ici, on a R2, là. Ici, on considère juste R2. Puis là, on regarde le cercle, right? Puis non, on commence par définir la longueur en radians. Donc, la longueur en radians, genre, donc le point, genre, on définit un point sur le cercle par sa longueur en radians avec un 0. Ça vous rappelle quelque chose, c'est ça que c'est supposé faire. Parce que c'est ça le punch. Donc, si vous regardez un point, donc si vous regardez un T, vous commencez, vous parcourez la longueur T. Mettons que c'est un T positif, on y va dans cette direction. T négatif, on y va dans l'autre direction. Fait qu'on regarde pour un T donné, OK? On regarde pour un T donné, puis on dit... En fait, je vais le dessiner là-bas parce que je trouve que c'est plus... Fait qu'on regarde un T donné, puis on dit que... on définit le cosinus, fait que ici, on a un cercle de rayon 1, right? Ici, on a un cercle de rayon 1, donc on définit le cosinus comme cette quantité-là. Donc ça, c'est le cos. Et donc ça, en fait, j'ai défini ce point-là comme cos de T. On peut l'écrire comme ça plutôt. Sin de T. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la définition, si on veut, géométrique de la chose. C'est-à-dire qu'on fait juste dire que le point à T radian, genre lorsqu'on a parcouru T radian, est donné par cos de T, sin de T. C'est bien beau ça, mais c'est une définition quand même géométrique, right? On parle de longueur, on parle de... OK, mais là on assume que tout va bien. Puis comment on prouve les identités avec cette définition-là? Il me reste 10. Let's go. OK. Comment on prouve les identités avec ces... C'est classiquement, en fait, ce qu'on a besoin souvent pour montrer les dérivés, c'est quoi le cos de la somme, puis c'est quoi le sin de la somme. Genre, c'est celle qu'on a le plus besoin, puis la limite de sin de t sur t. Genre. La limite de sin de t sur t, ben là, c'est géométrique. C'est juste dire, OK, ben si je regarde quand ça tend vers 0 ici, genre, si je regarde, qu'est-ce qui arrive quand t tend vers 0? Ben, plus c'est proche, plus la hauteur va être proche de là où je suis rendu. D'où le sin de t sur t va nous ramener vers 1 lorsque t tend vers 0. C'est beau tout ça, mais c'est intuitif. C'est intuitif. Mais, je trouve bien que ça manque quelque chose. Ça manque genre de rigueur. Ben, j'ai rien contre les preuves de géométrie. Genre, je suis pas ici, je suis pas un... C'est quoi quelqu'un qui est genre, je dirais pas raciste, quelqu'un qui est comme contre les preuves géométriques, là? Un géométriste? Un preuviste, qui pense que... Genre, c'est vraiment mon but ici. Les preuves géométriques sont pas aussi comme... Je trouve qu'elles sont pas aussi convaincantes que les preuves classiques. Tu sais, c'est beau avec les images et tout, mais comme il faut après faire une abstraction pour dire, OK, ça va marcher, peu importe comment je pop mon dessin, peu importe comment je vais faire mon dessin. Genre. C'est comme si vous regardez la preuve des identités, genre, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre genre un gros rectangle avec genre θ1 plus θ2, puis ils vont faire des trucs. Mais comme, je trouve que c'est pas assez convaincant. Et c'est pour ça que ça vient. Ça, non, pas ça. Ça ici. En fait, ce que j'ai oublié d'écrire, on a montré que ce point-là, donc si, que le point à t radian, le point sur le cercle, donc le point sur le cercle à t radian à partir de 1. Donc là, ici, je prenais le plan R2, mais là, imaginez 2 secondes qu'on est... Ramenez la structure de I parce que c'est plus simple la notation. À partir de 1 est exactement E à la IT. Donc c'est ça qu'on a montré. On a montré tout ce qu'on a fait là-bas. C'est montrer que le point à T radian, à partir du point 1, 0, c'est exactement le point E à la IT. Et donc ça nous donne directement, donc par définition, cos de t égale partie réelle de E à la IT. Fait que là, je peux même mettre mes 2 points ici. Là. J'ai tellement confiance que je peux mettre les 2 points là. Sin de t est égal à la partie imaginaire de E à la IT. Et là, ici, j'ai pas utilisé d'identité pour le prouver parce que dans les autres preuves, ce que cette preuve est peut-être différente par rapport aux autres preuves, c'est que souvent les autres preuves vont utiliser d'une façon ou d'une autre les identités trigonométriques. Par exemple, celle avec les séries de Taylor, ben, ça utilise les séries de Taylor. Pour montrer la série de Taylor, il faut que tu utilises les dérivés. Il faut que tu utilises soit ça, soit tu as utilisé la définition. Mais la définition, je trouve ça un peu cheap. Sinon, il y a d'autres preuves en passé. Il y a plein de preuves que je ne vous ai pas montrées. Il y en a plein de preuves de ce théorème-là. Il y en a une, par exemple, qui utilise les dérivés. Genre. Il fait juste considérer la fonction cos de t plus i sin t fois e à la moins it.
il regarde c'est quoi cette fonction-là, ta dérive, tu te rends compte que c'est 0, donc c'est une constante, quand tu évalues en 0, c'est 1, et donc GG. C'est simple que ça. Mais encore une fois, tu utilises les dérivés du cosinus et du sin. Et donc, on utilise encore une fois les identités. Il y en a une autre qu'on fait juste, on utilise l'équation différentielle. On utilise une preuve par équation différentielle. Dans le sens qu'on montre que cos de t plus 6 sin t respecte la même équation, les mêmes conditions initiales pour une certaine équation que e à la it. Et donc là, on peut juste dire on va pop le théorème d'unicité des équations différentielles, puis ça va nous donner l'identité, right? Mais encore une fois, celle-là utilise la dérivée du cos et de sin. Et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant de celle-là, c'est qu'elle n'utilise pas ça. En fait, ça nous dit que cosinus de t, sinus de t doivent être, genre, ont pas le choix d'être exactement la partie réelle et la partie imaginaire de e à la it. Donc, c'est intuitif, c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, fonctionnel pas dans le sens analyse fonctionnel, mais dans le sens fonctionnel. Genre, c'est pratique, ouais, c'est pratique. Cette définition est particulièrement pratique. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer en fait que, par exemple, si on veut montrer les identités sur le cosinus et le sinus, par exemple, on veut regarder, je sais pas moi, cos, mettons on veut montrer cos de, je sais pas moi, 5t, ouais. Mettons qu'on veut regarder c'est quoi cos de 5θ. Genre, vous savez quoi ça, cos de 5θ? Mettons, plus I sin de 5θ. J'ai prévu un petit peu ici, je ne m'attends pas à ce que ça donne un beau résultat. Ça, c'est quoi? Bien, ici, on vient de dire que c'est égal à e à la i 5θ, right? C'est quoi e à la i 5θ? C'est juste e à la i θ à la 5. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc ça nous donne cos t plus i sin t à la 5. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est lorsqu'on va faire cette multiplication-là, lorsqu'on va faire le cos de t plus i sin de t à la 5, et là, on peut juste dire pop le triangle Pascal, ça va être genre cos à la 5 plus 5, en tout cas, des affaires, là. Puis qu'on fait juste séparer en parties réelles, genre, qu'est-ce qui multiplie un i devant, qu'est-ce qu'il n'y a pas de i devant. Ben là, on va juste être capable de directement comparer avec ce nombre-là, puis dire cos de 5θ, c'est exactement ce qu'on avait. C'était la partie réelle de ce qu'on va avoir ici après avoir fait le calcul ici. Genre. Et le sin 5θ, ça va être la partie imaginaire de ce qu'on avait, du calcul qu'on avait fait ici. Et donc ça nous permet de produire, là, tu sais, en industrie, là, quand ils font des... Comme, tu sais, j'ai oublié le mot, là. Genre, en tout cas, quand ils prédisent de façon industrielle les identités, on est capable de faire ça maintenant. Genre. On peut dire à un ordinateur de pop des identités pour nous. Et donc, c'est super fonctionnel comme identité. Puis, ouais, Puis, toutes les propriétés sont directes. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai de plus à dire. C'est juste lit, là. Fait que je vais finir ça là-dessus. Satisfaisant, on définit E à partir d'une équation différentielle. C'est ça la différence pour le En fait, j'ai défini E. J'ai utilisé ça, mais comme le genre, j'ai pas montré. Mais peu importe si j'avais utilisé la limite ou la série de Taylor, j'aurais pu le montrer directement, genre sans utiliser d'autres. Est-ce que ce serait pas de manière équivalente en termes de satisfaction de dire que sin et cos sont les seules fonctions respectant l'équation différentielle plus les primes dessus, égale 0 avec certaines fonctions frontales? Oui, je comprends ta question, je dirais pas non. Genre, je trouve que c'est ça la solution avec laquelle je m'étais convaincu avant. Genre, c'est quand même pas pire satisfaisant, mais c'est juste que ça a quelque chose. Genre, celle-là a quelque chose de plus, c'est géométrique. Genre, c'est juste que comme c'est dépendant si la géométrie te satisfait ou non, genre. Ou genre, si c'est plus la géométrie ou genre l'analyse ou tout. Si la géométrie, si tu préfères la définition géométrique au moins intuitivement, celle-là va être plus satisfaisante. Si tu préfères la définition par équation différentielle, ben c'est sûr que les solutions de U'' plus U égale 0 vont être plus satisfaisantes. Non, ben on peut remercier Patrick.